Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, c'est Esprit Montagne, le mag du ski, du snow, de la montagne sur Télé Grenoble en partenariat avec Ski Chrono et son rédacteur en chef, notre fidèle lieutenant Laurent Davier. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tout va bien à Ski Chrono? Tout va bien. Voilà, oui, vous êtes une équipe soudée, ouais, qui ose, qui on est avance. dans les starting blocks, là, la neige descend progressivement, donc voilà, on n'attend plus que ça ouvre et on va se rendre dans les stations, sur les Coupes du Monde. Ça va être voilà, une belle saison. Avec une belle motivation et une belle coordination. C'est à force de fréquenter des sportifs et des anciens athlètes peut-être de haut niveau qui savent faire profiter de leur réussite et de leurs expériences les entreprises en transposant leurs méthodes. C'est le cas de notre invitée. Bonsoir Marie-Laure Brunet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue à Grenoble. Merci, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Et nous aussi, donc double médaillée à Vancouver, championne du monde aussi de biathlon. Aujourd'hui, consultante et coach, comme aujourd'hui à Grenoble. Merci beaucoup de ta visite. On revient vers toi tout de suite d'ailleurs, car l'actu, tu la suis toujours. C'est notre actu dans le grand angle. Et ça commence avec des nouvelles de l'équipe de France. Il y en a un peu partout, oui, des athlètes. Ils sont, comme on dit, éparpillés façon Pulse. On a les techniciens géantistes et slalomeurs qui étaient à Tignes, sauf Pinturo qui a sa cellule personnelle qui lui était à Kitzbühel et qui là sera 2 jours à Reiteralm, qui est le camp de base qu'il a en Autriche. Les fondeurs étaient à Davos. Les combinés ont testé la neige fraîchement tombée dans le Jura après Manon avant de partir à Ruka. On a les descendeurs français qui, eux, sont partis et sont séparés. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est à Copper Mountain dans le Colorado et un autre groupe qui est à Panorama au Canada. Voilà, donc on est à peu près... j'ai fait un petit peu le tour de la planète blanche des équipes de France. Ils sont tous dans la dernière ligne droite de la préparation. Et on va avoir Lévy en slalom qui arrive là le 23 et 24 novembre. Et puis après, fin novembre, c'est le début pratiquement de tous des circuits de Coupe du Monde. En tout cas, la neige est là, elle est bien là, elle est bien tombée, elle est solide. La température a baissé, la neige est tombée, il y a une sous-couche. On croise les doigts pour que ça dure. On le sent comment là? On les sent bien? Oui, je pense que tout le monde, Marie-Laure pourrait nous en parler. Quand on est à cette époque-là, qu'il reste 1 semaine, 10 jours, 15 jours, on est dans les derniers détails. Et on a envie que ça commence pour que ça valide la préparation, je crois. Oui, c'est exact. Là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Il y a beaucoup d'impatience, d'envie d'en découdre. Et à la fois, toujours cette petite appréhension de se dire, est-ce qu'il y a tout qui va se passer comme j'ai envie? Est-ce que j'ai tout fait comme il faut pour performer? Donc là, c'est ces derniers réglages avant de sauter dans le grand bain. Surtout qu'il y a aussi... J'ai aussi oublié les biathlètes qui sont en Norvège pour préparer des courses FIS et qui après enchaîneront à Östersund ensuite pour l'ouverture de la Coupe du Monde. On ne peut pas oublier les biathlètes aujourd'hui. Non, c'est un groupe qui compte quand même. Tout à fait. Surtout qu'on se dit il faut réussir le premier rendez-vous pour marquer les esprits, même si on sait qu'on peut toujours se régler derrière. Rien n'est complètement joué, mais c'est quand même important de bien réussir son entrée en Coupe du Monde. Oui, la saison est longue, mais pour autant, une entrée en matière réussie, ça permet d'être en confiance, de libérer tout le monde. Et vraiment, pour avoir vécu beaucoup de lancements de saison, dès que ça perf, même dans l'équipe, c'est vrai que ça libère tout le monde et de suite, il y a une bonne dynamique qui s'installe. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on souhaite. On sait qu'on ne s'est pas planté dans la préparation. Et c'est un succès qui en entraîne d'autres aussi. En tout cas, un gros succès ici à Grenoble pour les rencontres du cinéma de montagne au Palais des Sports. Alors 5 soirées, 3 après-midi devant 23 700 spectateurs. C'est énorme, avec notamment 2 dernières soirées archi complets. Un événement qui est bien sûr dédié aux amoureux de la montagne, sublimé par l'image, mais qui s'adresse aussi vraiment au grand public et de plus en plus. Alors il n'y a pas de compétition, seulement un coup de cœur du public. Et donc c'est le film Alchimie 2. Le film d'Antoine Boisselier qui remporte ce prix du public avec une dotation de la ville de Grenoble de 2 000 €. Alors, c'est un film qui compte l'évolution du combo qui mêle donc le parapente, le speed riding et le ski, d'où le mot alchimie d'ailleurs, avec des images vraiment sublimes.
Je ne sais pas si c'est tentant, Marie-Laure, ce genre de choses. En tout cas, ce genre de paysage, oui. Mais alors, la slackline suspendue à des... C'est des acrobates. Hein. Ah, ouais. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font parce que c'est des vrais sportifs. Aussi, il y a un côté artistique. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces films. En tout cas, ça fait voyager. Moi, ça me met les frissons juste de voir les images. Donc, moi, je dirais plutôt que ça me fait envie. Ouais, vraiment la maîtrise des techniques, de l'image dans le monde de la montagne, c'est vrai qu'on pinaille vraiment, on est dans le moins de petits détails et c'est absolument sublime. Voilà, un très bel événement. À se renouveler aussi, c'est-à-dire que voilà, en mêlant différentes pratiques, ça fait des choses à chaque fois un petit peu différentes et originales. Je trouve que c'est vraiment plein d'originalité. Et un bel événement aussi à Grenoble, ces rencontres du cinéma de montagne, animé par Thibault Leduc, d'ailleurs, le rédacteur en chef. Demain de maître. Exactement. Notre rédacteur en chef à Télé Grenoble. Allez, retour sur le plancher des vaches, ou presque. Donc, il n'y a plus beaucoup de ruminants sur l'esplanade du Trocadéro, mais on a pu trouver des pistes. Et oui, c'est l'ESF qui a proposé une journée de découverte pour donner l'envie de vertical à la capitale, avec Marie-Laure, du coup. Oui, c'est exact. Je me trouvais au Trocadéro en tenue de monitrice parce que je suis aussi monitrice de ski de fond et de ski alpin. Et donc, le but de cet événement, c'était vraiment de lancer le salon Expérience Montagne qui avait lieu du vendredi au dimanche aux portes de Versailles. Mais là, sur l'esplanade du Trocadéro, face à la Tour Eiffel, c'était l'occasion pour tous de venir découvrir la montagne, la raclette. Et puis, il y avait plein de simulateurs, en fait, aussi. Il y avait aussi France Montagne donc, qui coordonnait cette manifestation avec l'ESF. L'ESF était, entre guillemets, le prestataire de service. Ils étaient là pour encadrer et animer. Et France Montagne a profité de ce salon Expérience Montagne pour lancer sa saison avec une conférence de presse avec 80 journalistes où on a parlé des innovations, des nouvelles tendances. On a aussi beaucoup parlé développement durable parce que c'est un enjeu majeur pour les stations. Il va falloir, le réchauffement climatique, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Donc c'est plus un tabou. On en a parlé, on a eu des questions, les journalistes ont pu s'exprimer. Voilà, maintenant c'est vraiment pris en compte et j'allais dire on en a tous besoin parce qu'on est tous sur cette montagne dans ces stations. Donc sensibiliser encore depuis la capitale en fait. Oui, c'est-à-dire c'est vraiment la thématique de cet hiver, ça sera de dire voilà la prise en compte de l'environnement. On doit être exemplaire, on y travaille, il y a de l'aménagement, on y travaille, mais on doit être exemplaire dans cette prise de conscience pour pouvoir l'intégrer dans nos modèles d'aménagement, parce qu'on est les premiers utilisateurs, nous, avant que les vacanciers arrivent, on y vit, donc il faut aussi se dire que voilà, il faut qu'on prépare l'avenir. Et c'est de plus en plus. Quant à cette pratique sur le Trocadéro, ça fonctionne? Les Parisiens, ils adhèrent un peu à ça? Enfin, Parisiens ou touristes du monde entier, j'imagine. Oui, pour le coup, c'était vraiment ouvert à tous. C'était gratuit. Il y avait vraiment des activités sympas à tester, du biathlon, un simulateur de saut à ski, un tapis pour faire du ski. Donc, c'était top. Et c'est vrai que ça permet de démocratiser. Et puis, pour un coup, c'est le ski qui va en ville. Et donc, ça, c'est aussi... c'est sympa et les gens ont beaucoup apprécié. Oui, puis rien que l'initiation de biathlon, ça fonctionne. Que vous le fassiez à Annecy, à Paris, c'est quelque chose, c'est ludique. On comprend tout de suite et ça marche partout. Ça marche partout, quoi. C'est un vrai succès. Et ça marche sur l'anneau de vitesse. On y va tout de suite. C'était le biathlon d'automne. Avec la ville de Grenoble et les petits écoliers. Alors, il y avait bien sûr une compétition le matin entre les U11 et les U17 qui ont pu tirer et vraiment concourir. Mais l'après-midi, c'était vraiment ces initiations, cette découverte avec les petits écoliers de Grenoble. Et ça cartonne. Ils étaient comme des fous, ces petits. Alors, évidemment, on verra un reportage d'ailleurs complet dans une prochaine édition d'Esprit Montagne. Les petits, on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils sont là. Pour faire comme Martin Fourcade. C'est systématique. Est-ce qu'il y avait vraiment un avant et un après Martin Fourcade? Marie-Laure. Oui, clairement, il y a un après Martin Fourcade. Moi, je le vois quand j'enseigne pendant les vacances de février au Grand Bornand. J'entends des petits, pendant qu'ils font la queue aux remontées mécaniques, qui font on va faire comme Martin. Et moi, ça me fait sourire parce que je trouve ça génial. Ça a permis de rendre le biathlon accessible et ça donne des envies, ça fait rêver. Et le sport, c'est ça. Nous, si on en a fait, c'est parce qu'à un moment donné, il y a d'autres athlètes qui nous ont fait rêver. Et aujourd'hui, c'est bien si ça suscite des passions et des vocations. Toi, justement, c'est quel champion qui t'a inspiré? À ton avis? Je dirais Raphaël Poiret. Dans le mille. Donc ça, c'était en 2002, tu étais devant ta télé. Exact. Donc ça crée des vocations, forcément. En 2002, j'étais devant ma télévision, je faisais déjà du ski de fond. Et je découvre le biathlon parce que Raphaël venait de décrocher une médaille olympique. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
c'est né comme ça. C'est vrai que tu étais un petit peu plus jeune en 92, voire très, puisque nous, c'était, on a pu voir vraiment l'essor du biathlon, c'était aussi à Albertville avec Corinne Yogré. Oui, c'est le début, j'allais dire, de l'émergence de la France dans cette discipline qu'elle domine avec les Norvégiens désormais. C'est ça. Et cette finale olympique du côté des filles qui avait été absolument hallucinante. Donc c'est vrai que c'était parti de là et ça prend son envol sans cesse. On va en rediscuter bien sûr tout à l'heure, mais c'est sûr que l'effet Martin Fourcade, ça marche vraiment. On en reparlera donc. Là, tout de suite, on va faire un petit peu de rando. C'est le focus de la semaine. Car il y a de quoi randonner dans les Pyrénées. Hein. C'est plutôt pas mal. Oui, dans les Pyrénées, puis dans tous les massifs français. Globalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités avec tous les chemins balisés. Absolument. Et si, comme Marie-Laure, vous aimez randonner en montagne, il est encore temps de voter pour votre GR préféré. Il y a 8 itinéraires de grande randonnée, dont le GR 738, la haute traversée de Beldonne, qui sont en lice pour la 3e saison du concours lancé par la Fédération française de randonnée. Alors, c'est 11 000 mètres de dénivelé, ici, le GR 738. Alors, nous, on est chauvins, donc on vous fait la pub pour celui-ci. Il permet la traversée intégrale d'une chaîne de montagne en Isère, en Savoie. Donc, c'est un petit peu le coup de cœur du jury lors des premières sélections. Si vous n'y êtes pas encore allé dans cette belle chaîne de Beldonne, nous y sommes allés pour vous. Pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver le dépaysement. 130 km de marche à travers une nature préservée peuvent faire l'affaire. C'est le programme de la nouvelle traversée du massif de Beldonne, un parcours d'11 jours entre Visil et Aiguebelle dans un cadre naturel et sauvage. Cet itinéraire de grande randonnée vient remplacer le GR 549, mal adapté en termes d'étape. Son nom, GR 738. Dénivelé positif 10 000 mètres, niveau de difficulté élevé. Cet itinéraire de grande randonnée sera réservé aux sportifs confirmés parce que les dénivelés sont très importants. Les paysages sont souvent très minéraux. Il y a quelques cols qui, sans être vertigineux, sont quand même assez raides. Il faut à peu près 11 jours pour le parcourir. On ne rencontre aucun village. On va de refuge en refuge, quelquefois même de cabane de berger en cabane de berger. C'est un itinéraire extrêmement sauvage. C'est la Fédération française de randonnée pédestre qui a la charge de créer les GR. Ici, il a fallu quasiment 1 an et la mobilisation de plusieurs dizaines de marcheurs, des clubs isérois et savoyards, pour baliser le parcours, car la neige est présente la majeure partie de l'année. Une démarche menée en étroite collaboration avec les collectivités locales et le département de l'Isère. Martine Colli, vice-présidente déléguée au sport au département et adjointe à la mairie d'Alvar, se réjouit de cette nouvelle vitrine pour le territoire. Écoutez, c'est un véritable outil de développement touristique, bien sûr. Un lien, et tout à l'heure, le représentant de la Savoie le soulignait, c'est un trait d'union entre nos 2 départements, bien sûr. Et puis, c'est un vecteur de développement, en tous les cas aussi, pour nos refuges qui voient un afflux de randonneurs avec ce nouveau GR. Aujourd'hui, il existe 343 itinéraires de grande randonnée en France, dont 1504 km de sentiers dédiés en Isère. Et donc, vous pouvez voter pour le GR 738 jusqu'au 20 novembre. C'est sur le site mongr.fr. Et je crois que c'était le Piton des Neiges de la Réunion qui avait gagné justement le plus beau GR, en tout cas le GR préféré des Français. On vient de voir Martine Colli, donc vice-présidente du département chargée des sports, qui est juge international de ski de boss. De ski de boss, voilà, en freestyle, ancienne skieuse aussi. Ça, je me souviens pas. Je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est à chaque fois c'était la seule Française juge internationale aux Jeux Olympiques régulièrement. Ouais, voilà. Ouais. Je crois que sur la course des légendes qui célébrait les 50 ans des Jeux de Grenoble, elle avait déposé le maire de Grenoble. Non, pas autant, mais en tout cas, c'est une très bonne skieuse quand même. Absolument. Ah oui, ça impressionne. Bon, Marie-Laure, le GR préféré, du coup, on reste dans les Pyrénées ou pas ? Je pense qu'il faut que je les fasse tous et puis après je déciderai. Mais du coup, ça me fait un beau programme pour les années à venir parce que c'est long les GR. Mais c'est vrai que le GR10, c'est magnifique. En plus, il passe chez moi à Bagnères de Luchon. Donc. Mais Beldonne, pour y faire un peu de ski de randonnée, je trouve que c'est un très beau massif, très préservé. Et
c'est vrai que là, ces images me donnent envie d'y aller l'été. Oui. Parce que là, le paysage a dû changer un petit peu quand même. Ouais. Oui, un petit peu. Plus ski de rando là. Il a été fait il y a quelques semaines, voire quelques mois, ce reportage, mais c'est une belle occasion aussi de le découvrir en toute saison. Tu es à Annecy aujourd'hui, mais tu restes toujours très, très attaché à tes Pyrénées? Alors, je suis forcément très attachée à mes Pyrénées parce que c'est vraiment... ça fait partie de mon ADN, ce sont vraiment mes racines. J'ai toute ma famille dans les Pyrénées, mais je suis aussi très attachée au Vercors parce que j'ai passé plus de 10 ans à Villard-de-Lans, parce que je suis venue à Villars, vous voyez, je prononce le Lens, parce que je suis pyrénéenne, je prononce toutes les lettres. Nous, on dit Villard-de-Lans. Oui, je sais, tout vert ou tout blanc. Mais c'est pas mal. C'est vrai que le plateau du Vercors, et puis j'ai beaucoup d'amis et d'attaches là-haut, donc voilà, moi je me sens assez bien partout du moment où il y a des montagnes et de la neige. Une petite présentation, Laurent Davier, c'est une immense athlète qu'on a avec nous. Oui, c'est, j'allais dire, une carrière XXL majuscule, de 2006 à 2014 à peu près, avec 2 médailles olympiques, une individuelle médaille de bronze à Vancouver dans la poursuite, et puis une médaille d'argent en relais. C'est aussi 9 médailles mondiales, c'est... Combien de podiums en Coupe du Monde? 34. Wow. Voilà, dont une dizaine en individuel, 24 en relais équipe, aussi, par équipe. Justement, quel est ton meilleur souvenir dans ton palmarès? C'est quoi? C'est la médaille, c'est Vancouver, Alors je dirais que forcément les médailles olympiques, c'est quelque chose de très fort parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai découvert le biathlon en regardant Raphaël Poiré. Et du coup, c'était mon projet sportif, quand j'ai découvert le biathlon, c'était vraiment d'être médaillée olympique. Donc, quand j'ai concrétisé, quand je passe la ligne d'arrivée sur la poursuite, forcément, je viens de concrétiser un rêve d'enfant. Mais je dirais qu'il y a un des très bons souvenirs, c'est ma première médaille mondiale. C'était par équipe, avec Sandrine Bailly, Delphine Perretto et Sylvie Beckert en 2008, au championnat du monde d'Östersund. Et là, c'est vraiment ma première médaille chez les grands, dans la cour des grands. Et donc, là, ça a vraiment lancé ma carrière. Mais tu faisais déjà du fond, alors avant de te dire je vais faire du biathlon aussi, mais avec l'objectif de médailles, de titres aussi, une compétition de très haut niveau en fond? Je pratiquais le ski de fond dans les Pyrénées, donc voilà, niveau régional. Et après, c'est vraiment le fait d'avoir découvert le biathlon à télé qui m'a permis de me mettre en route. Donc je suis partie faire ma 3e à Font-Romeu en ski-études. Donc là, déjà, j'étais à 3h30 de chez moi, j'étais interne. Là-bas, j'ai rencontré Martin Fourcade. Et à l'issue de la 3e, on s'est dit, il faut qu'on parte. On va rejoindre Simon Fourcade. Lui était déjà dans le Vercors. On s'est dit, là-bas, il a l'air d'avoir quand même un bon entraîneur. Donc, on va aller dans le Vercors. Déjà, on a négocié avec nos parents. Ils ont accepté. Après, on a convaincu l'entraîneur parce qu'on n'avait pas forcément les critères à ce moment-là. Mais Thierry Dussert, qui est toujours l'entraîneur, je pense, a cru en nous. Il s'est dit, bon, il y a 2 jeunes qui sont prêts à faire plus de 600 km et à se déraciner, je les prends. Et donc, c'est vraiment lui qui nous a donné aussi notre ticket d'entrée pour après faire la carrière. Puis Simon a peut-être un peu vendu... Je ne sais pas s'il nous a appuyé, moi, je ne connaissais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que en tout cas, lui nous a donné cet élan et cette envie de faire comme lui parce que Simon était vraiment en train de gagner toutes les courses juniors, tout ça, donc il nous a aussi ouvert la voie. Et justement, à 15 ans, comment on vit ce déracinement? Parce que c'est quand même, il y a quand même plus de 700 km. Comment ça s'est organisé? Tes parents, ils ont dit quoi quand tu leur as dit je vais partir de la maison pour aller faire du biathlon dans le Vercors? Avec du recul, je me dis qu'ils sont encore plus fous que moi. Parce que ça, c'était vraiment mon projet. Et mes parents ont toujours été là en support, en soutien, juste comme il faut. Ni trop présents, ni pas assez. Et plutôt dans une démarche de dire, bon, mais on va lui laisser voilà, toutes les chances de faire ce qu'elle a envie de faire. Mais je pense qu'au fond d'eux, ils n'avaient pas du tout... je pense qu'ils ne réalisaient pas que je pourrais faire une telle carrière. Donc, ils m'ont mis dans les bonnes conditions pour réussir. Et puis moi, c'était mon projet. Alors clairement, les premiers mois où je suis arrivée à Villars, c'était compliqué. Parce que j'étais loin de ma famille, de mes amis, que j'étais encore loin du niveau... je suis arrivée avec des jeunes de mon âge qui avaient... de l'expérience. Et moi, j'avais tout à apprendre, donc ça a été dur. T'étais pas la meilleure? Ah non, j'étais pas du tout la meilleure, j'étais loin d'être la meilleure. Mais par contre, de suite, je me suis mise au travail pour combler ce retard. Et ce qui fait que dès la première course en décembre, c'était à Bessan. Première Coupe de France cadet. C'était juste avant Noël. Mes parents sont montés pour assister à la course et du coup nous redescendre, Martin et moi, après dans les Pyrénées. Et là, en fait, je gagne la course.
Martin aussi, donc on était tout heureux après dans la voiture. Et surtout, voilà, c'était assez inespéré. Et pour l'anecdote, mon père m'a confié qu'il avait regardé la liste de résultats en partant par la fin. Donc c'est pour vous dire... non, mais c'est pas méchant, c'était une réalité. Enfin, à ce moment-là, voilà, et là, ça a été le début après de l'aventure. Il y avait qui à cette époque-là, chez les filles, que tu as battues en cadette? Là... Non, et là, celles qui sont sur le circuit, elles y sont pas. Après, il y avait Marine Bollier. D'accord, qui a été ma coéquipière aussi en équipe de France. Mais après, Anaïs Bescon, elles étaient plus âgées. Enfin, les Marie Dorin, elles étaient un peu plus âgées que moi. 2 ans de plus, donc elles n'étaient pas dans la même catégorie. Et comment est-ce que tu as vécu l'envol de Martin? Alors, Martin, il s'est vraiment révélé aux Jeux de Vancouver. Ouais. Et c'est vrai que Martin a connu un début de carrière un peu mouvementé. Après sa première année dans le Vercors, il a voulu rentrer dans les Pyrénées, il a voulu arrêter, puis finalement ça lui a manqué, donc il est revenu. Il lui a dit de rester quand même, hein. Sinon il repartait, il aurait peut-être pas fait la même carrière. Non, lui il est parti. Ouais, il est parti et il est quand même revenu, mais c'était. Donc voilà, c'est quand même. Et après, quand vraiment il a décidé de faire ça, il s'est vraiment investi, il a tout mis en œuvre. Donc oui, il y a un moment donné où vraiment il a explosé, et là après. On ne l'a plus arrêté, quoi. Donc, mais personnellement, est-ce que vous qui avez commencé tous les deux, justement, qui avez bougé en même temps, qui rentriez au pays en même temps, est-ce que tu l'as vécu avec... De toute façon, on a fait nos carrières ensemble. Lui, il continue. Moi, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté tôt. Mais c'est vrai que finalement, nos carrières, on a toujours été ensemble. On a le même âge. Donc oui, forcément... Oui, Vancouver, vous êtes ensemble. Ouais. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait vraiment en tant qu'athlète, parce que c'est solide de rester à un niveau, à ce top niveau dans un sport qui est aussi exigeant que le biathlon pendant des années. Et waouh, c'est... Et continuer. Ouais, c'est ça, et continuer, et toujours avec cette même détermination, ce même engagement. Et ça, c'est vraiment la marque des grands. Et Martin, c'est vraiment un grand athlète. Il y a des athlètes très bons, et après, il y a vraiment ceux qui se démarquent, et lui fait partie de cela. Toi, à 26 ans, tu raccroches. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut en parler. C'était à Sochi? Ouais, c'était à Sochi. C'était le relais 4 fois féminin. Donc, une des dernières courses de ces Jeux Olympiques. La France, en tout cas chez les femmes, c'est vrai qu'on fait partie des favorites. Ça fait plusieurs Olympiades où on va décrocher des médailles. Donc voilà, c'est comme ça, on le sait, on est contente d'avoir ce rang-là. Après, il faut concrétiser. Et moi, je suis première relayeuse, donc j'ai la mission de bien lancer ce relais. C'est quelque chose que je connais, qu'a priori je maîtrise, après avec les aléas de la course. Et un début de saison réussi? Ouais, ça va. Plutôt, mais ça fait surtout 2 ans que je suis en surentraînement, que j'arrive à claquer de temps en temps des performances alors que physiquement je suis vraiment entamée et que je récupère pas. C'est un équivalent de burn-out, mais c'est multifactoriel, hein, donc c'est pas... En sport, on emploie le terme surentraînement, mais c'est pas uniquement lié à l'entraînement. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, pendant le relais, je pars, je donne tout comme d'habitude. D'habitude, je suis aux avant-postes, parce que j'arrive à être tactique et à me faufiler, à imposer mon rythme. Et là, en fait, je donne tout, mais c'est comme si je vois mon corps de l'extérieur. Et en fait, je suis derrière, quoi. Et je subis le premier tour. J'arrive au pas de tir, je bascule les 5 palettes, donc ce qui est quand même assez incroyable, parce que j'ai l'impression d'être dans un état second. Je sors du pas de tir, et là, il y a une grande côte, et c'est une des difficultés de la piste. Et là, d'un coup, en fait, je m'effondre, mon corps me dit stop, et je suis évacuée en civière. Donc ce jour-là, c'est la fin de ma carrière. Plus de son, plus d'image. Après ça, j'ai plus mis le dossard. J'ai décidé d'arrêter 3 mois après, mais surtout ce jour-là, mes coéquipières, en fait, elles n'ont pas pris le départ du relais. Heureusement, 4 ans après, elles sont championnes olympiques, donc je suis détendue. Mais après, elles ont eu aussi un peu peur, hein, j'imagine, parce que. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de peur. C'est vrai que les images sont impressionnantes. C'est ça, c'est le trou noir. Ouais, c'est vraiment, c'est le blackout, et à ce moment-là, c'est vraiment les signes du burn-out, c'est que c'est le corps qui stoppe, là où le mental, il peut plus agir. Et tu avais eu des petits clignotants quand même qui te disaient que c'était peut-être ta dernière saison où tu aurais pu, s'il n'y avait pas eu ce malaise, essayer de continuer encore ou pas? Mais même avec ce malaise, j'aurais pu continuer en fait. Après ça, c'est des choix.
Les voyants, je les avais, les signaux en tout cas, je les avais depuis déjà 2 ans. J'avais fait des tests médicaux qui montraient bien qu'au niveau hormonal, j'étais en surentraînement. Après, j'ai pas eu le recul pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix pour récupérer, parce que ça aurait nécessité vraiment de faire une coupure de plusieurs mois pour récupérer physiquement et mentalement. Et mes entraîneurs, ils ont fait comme ils ont pu. Mais c'est vrai que j'ai manqué d'accompagnement pour arriver à prendre du recul et avoir plus de discernement. Donc oui, après, par contre, ce moment-là qui s'apparente vraiment à une sortie de piste, à un échec, m'a permis de comprendre beaucoup de choses et du coup, de transmuter cette expérience dans la seconde partie de ma vie, c'est-à-dire aujourd'hui. Et parce que tu as eu du remords? Ben non. Non, parce que finalement, c'était tellement une alerte. En fait, je suis quelqu'un moi, je suis vraiment une personne d'action. Donc moi, je vis la vie, je m'implique à fond. Quand je fais les choses, je les fais à fond avec le cœur. Et j'ai fait ma carrière comme je l'ai senti. Après, bien sûr, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être moins bien. Et donc moi, très jeune, je me suis beaucoup investie. Et donc c'est ce qui fait qu'à 21 ans, j'étais double médaille olympique. Ce qui finalement est assez rare, surtout dans des sports à maturité comme le biathlon. Voilà, donc c'est surtout qu'à un moment donné, quand il y a des mini-échecs comme ça, enfin je ne sais pas comment les qualifier parce que pour moi, ce n'est pas un échec, mais en tout cas, des choses qui ne se déroulent pas comme on l'aurait souhaité, il faut savoir l'analyser pour après en tirer des bénéfices. Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai réussi à faire avec cette expérience-là. Tout de suite, tu t'es dit, bon voilà, c'est clap de fin, je baisse le rideau et je passe à autre chose, ou tu t'es dit, ça peut être le moyen de faire une petite coupure comme j'aurais dû le faire et je verrai plus tard? Ça a été long, j'ai mis 3 mois avant de prendre une décision. Un jour, j'avais envie de continuer, un jour, j'avais envie d'arrêter. J'étais vraiment à 50-50. Et je suis partie au printemps en Alaska. En fait, je me suis dit, il faut que je parte loin. Finalement, de ne pas voir la vie des uns et des autres, ça va m'aider à me recentrer sur moi, sur ce que je ressens. Et puis un jour, après un appel Skype avec Yves Perret, qu'on connaît bien. Qui était patron des sports au Dauphiné Libéré. Qui est un ami, qui est vraiment un ami et qui me suit dans ma communication depuis les Jeux de Vancouver. Et on continue à bosser ensemble parce qu'il m'aide beaucoup dans ma communication. Avec Yves Perret Média. Ouais, avec YPM. Et du coup, on a échangé. Et là, en fait, sans qu'ils me disent quoi que ce soit, c'est comme si j'avais eu ma propre réponse. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est bon, j'arrête. Et donc, je suis rentrée. Après, j'ai fait mon annonce, toutes mes démarches pour annoncer ce choix-là. Mais c'est parce que vraiment, à ce moment-là, je l'ai incarné. J'ai senti que ça y est, c'était temps et que 25 ans, c'était bien. Finalement, ça me laissait le temps pour faire une reconversion vraiment comme j'en avais envie, plutôt que d'être guidée peut-être par la peur. Ou parce que voilà, une reconversion, c'est un vrai virage à négocier. Puis, il était encore temps, effectivement, à 25 ans. C'est un peu une nouvelle vie. On parle souvent de ces carrières qui sont souvent très longues, où on n'a pas le temps de penser à l'après et où parfois, il y a justement ce creux où on n'arrive pas bien à retomber justement sur ses 2 pieds. Là, finalement, il était temps de repartir sur quelque chose. Tu avais fait du ski alpin. Tu avais commencé par l'alpin, en fait. Ouais. Ouais, je pense à Super-Bagnères. Ouais, Super-Bagnères. Je pense que dès que j'ai su marcher, mes parents m'ont mis sur des skis. Donc, j'ai toujours fait et du ski de fond et du ski alpin. Et voilà, donc c'est la glisse, le ski, la neige, c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Qu'est-ce que tu as fait qu'à un moment, tu as opté plus pour le fond que pour l'alpin? Je trouvais que c'était trop long de faire la queue aux remontées mécaniques. Les sapins, c'était pas mal non plus. Je me suis dit que j'irais bien plus vite en ski. Il n'y a pas de remontée mécanique en ski de fond, c'est vrai. C'est vrai. Puis le goût du sang dans la bouche, j'aime bien, je crois. Bon. C'est possible. Alors, à partir de là, il a fallu préparer une nouvelle vie. Est-ce que tu avais un bagage déjà auparavant? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que en fait la perspective d'une nouvelle carrière t'a aidé dans l'arrêt de cette carrière de sportif? Est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de ça parce que maintenant c'est ça que je veux faire? Non, pour être honnête, j'avais pour objectif de continuer jusqu'aux Jeux de Pyeongchang. Donc 2018, c'était vraiment la date que je m'étais fixée pour arrêter. Je me suis dit 30 ans, ça sera parfait. Et puis voilà, donc j'ai arrêté plus tôt. Donc à ce moment-là, j'étais pas démunie parce que j'ai continué à... En fait, j'ai fait le DUT technique de commercialisation à Annecy. Et puis finalement, en étant sportif de haut niveau, il y a aussi la gestion de carrière, d'image, la négociation de contrat. J'ai monté ma première société à 20 ans. Donc il y a quand même, finalement, on développe des compétences sans s'en rendre compte.
Et donc, déjà, le gros job que j'ai fait à l'arrêt de ma carrière, ça a été de conscientiser toutes ces compétences que j'avais développées pendant ma carrière et comment je pouvais les transférer dans la seconde partie de ma vie. Ça a été vraiment le premier point. Et puis après, ça s'est fait au fil de l'eau. Les rencontres, les envies, j'ai vraiment pris le temps. Après, j'ai pu me permettre ça, mais j'ai pris le temps de ressentir les intérêts que j'avais, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise parce que j'avais une attirance comme ça pour l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise. Donc, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, souvent autodidactes, et qui ont construit vraiment de beaux empires. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et là, comme ce qui me vient, c'est, je pense à Serge Mézin de la Sogeti. Voilà, lui, ça a été un des premiers chefs d'entreprise comme ça que j'ai rencontré, et c'était vraiment intéressant. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, voilà, j'ai envie de transmettre. Et une façon de transmettre, c'est la conférence, format de conférence. Donc, j'ai commencé à donner des conférences. Et puis, après, il y a Somfy, qui était mon partenaire vraiment privilégié. Somfy m'a proposé d'intégrer les équipes en alternance en faisant une école de commerce et de management à Lyon. Puis finalement, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'aller tout de suite dans une grosse entreprise. Et donc, j'ai plutôt opté pour une entreprise en mode start-up, une entreprise lyonnaise pour laquelle j'ai animé un séminaire. Et à la sortie, le PDG m'a dit, j'ai envie de t'intégrer dans les équipes. Et là, en fait, après, c'est toujours une question de feeling. J'ai dit, OK, allez, feu. Et donc, pendant 2 ans et demi, j'ai accompagné le changement. En fait, j'ai vraiment accompagné la conduite du changement pour cette start-up, en même temps que je me suis formée au coaching à travers une formation donnée par l'INSEP. Donc, ça a duré 2 ans et demi. Et puis, une fois que j'étais diplômée et que j'avais un peu plus de bagages, j'ai monté ma propre structure. C'était ça qui t'attirait surtout, c'est-à-dire dispenser, c'est ce qu'a pu t'enseigner ta carrière aussi, transposer, transposer, on va dire, ces expériences d'un athlète de haut niveau au fonctionnement d'une entreprise. Oui, en réalité, il y a beaucoup de parallèles entre le monde du sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. En termes d'objectifs, en termes d'objectifs, de gestion aussi des délais, du stress, d'implication, tenir la distance sur des projets qui sont à long terme. Comment on arrive à mobiliser les équipes, à tenir la distance, à être dans une forme de patience, mais à la fois il faut être actif et moteur. Donc il y a eu un gros temps où j'ai analysé pour vraiment pouvoir faire des liens qui soient efficaces, parce que juste raconter ma vie, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que ça a marché? Et en quoi ça peut être bénéfique? Et comment après chacun peut se l'approprier. Et en quelque sorte, je me pose là comme un miroir pour les gens. Et puis, sans donner de leçons, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Donc ça, c'est pour la partie conférence. Et après, je me suis vraiment formée au coaching, où là, c'est notre posture. Finalement, mon passé d'athlète ne me sert pas. Je me mets vraiment en position d'accompagner les personnes à trouver leurs ressources, leur potentiel, et surtout à l'activer. Et en fait, activer son potentiel, ça permet quoi? Ça permet d'être performant, mais surtout en étant bien. Parce que pour moi, performance et bien-être doivent aller ensemble. Donc, il faut être bien dans sa vie, alors. Ouais. Pour moi, la base, c'est être bien dans sa vie pour être performant. C'est ce que tu appelles l'intelligence relationnelle, c'est ça? Oui, alors il y a un terme qui est beaucoup employé ces temps, c'est l'intelligence émotionnelle. Ouais. Donc c'est vraiment, on part du postulat, c'est déjà se connaître, se comprendre, pour après comprendre aussi le monde de l'autre. On est tous singuliers, et ça vraiment c'est ce que j'ai vécu dans l'équipe de France. Imaginez, il y a 12 athlètes, hommes et femmes, des personnalités différentes, des gros caractères, tous avec la même envie d'être les meilleurs, et pourtant il faut cohabiter. Et surtout co-créer. Comment on crée une dynamique là-dedans? Forcément, disons peut-être qu'on a chacun notre place à un moment donné et qu'on a peut-être une spécificité et qu'on gagnera peut-être tous sur un poste spécifique. Est-ce que tu as observé les coachs justement de cette équipe de France qui ont dû des fois manager des égos, quand tu avais Vincent G, Martin Fourcade ensemble, des fois ça devait fighter. Comment tu as observé comment ils... Des étincelles, ouais. Ils géraient ça? Oui, après c'est ça, un entraîneur et un vrai manager. Et ça c'est aussi ce que aujourd'hui j'ai envie d'être aussi dans cette dimension-là, c'est-à-dire je donne des formations, j'anime des formations management et communication, donc communication interpersonnelle. Parce que l'entraîneur a une vraie place, c'est un vrai statut. C'est pas juste faire des programmes d'entraînement
et élever le niveau physique de l'athlète, mais c'est dans toute sa dimension. Faire vivre tout le monde ensemble. C'est faire vivre tout le monde ensemble et faire en sorte qu'il y ait une synergie des compétences. Et comment après aller tirer la quintessence de chaque athlète pour créer une dynamique collective. Et c'est ce qui se passe en biathlon. Je trouve que le biathlon est très révélateur par rapport à ça. C'est qu'on a des individualités, mais qui ensemble, quand toutes ces individualités arrivent à cohabiter et coexister ensemble, mais forcément elles co-créent ensemble. Et là après ça fait des résultats d'équipe, mais aussi individuels. Donc on a un collectif qui est fort et donc on est une des meilleures nations. C'est ce qui est en train de très fragile. Oui. Pardon. C'est ce qui est en train de se produire aussi. C'est ce qui est en train de se produire, mais Martin nous disait que c'est un équilibre qui est très fragile. C'est très fragile et donc là chacun doit prendre ses responsabilités et l'entraîneur est un vrai manager et moteur dans ce juste équilibre. Et c'est vrai que c'est peut-être compliqué. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer aussi, c'est que parfois aussi, on peut donner la chance et voir des talents se révéler, comme ça a été le cas aussi ces derniers mois. Et puis, celui qui gagne tout le temps aussi est peut-être pas moins en avant, mais en tout cas a moins peut-être performé, ce qui a permis, finalement, ce sont l'ensemble... Ça fait partie du jeu. Ouais. Et oui. Et en fait, quand on a des leaders qui sont un peu en retrait, ça permet aussi de laisser la place, mine de rien, à d'autres, à des plus jeunes, de pouvoir se révéler. Se décomplexer. C'est ça, donc après... mais il n'est pas fini, le leader aussi, c'est ça. Non, donc comment aussi... C'est pour ça qu'on parle de leader. Non, il a qu'une envie, c'est de retrouver la première place. Et voilà. Mais du coup, c'est aussi parce qu'il y a cette situation-là qui se passe, que lui va aller mobiliser de nouvelles ressources pour continuer à s'exprimer au plus haut niveau. Et entraîner aussi, parce que c'est un... Bah oui, parce que c'est un vrai moteur. Et une équipe, un collectif, ça va tous ensemble. Chaque individu contribue au collectif, mais aussi le collectif contribue à chaque individu. Et c'est ça qui fait la beauté et aussi la complexité du sport de haut niveau. On aura pas mal d'infos au Grand Bornand, justement. On a hâte d'ailleurs de cette étape. Au Grand Bornand, où tu devrais être derrière le micro pour nous expliquer toutes les courses, toutes les coulisses, tout ce qui se passe. C'est encore de... Oui, c'est exact. Non, sur le stade. Sur site, avec le micro. Et... Sur le stade, je ferai les commentaires avec Guillaume Claret, justement en live sur le stade, pour faire vivre la course à tous les spectateurs qui feront le déplacement. Super, parce que Eurosport aussi, tu as été... Elle a été... J'ai été consultante Eurosport. Voilà, pendant plusieurs années. Voilà. Et juste par rapport à l'ESF, donc tu es monitrice, mais tu interviens aussi dans la formation des directeurs au syndicat des moniteurs à Mélan. Qu'est-ce que tu fais? Oui, donc ça, c'est depuis cette année, c'est nouveau. En fait, il y a les nouveaux directeurs. Donc les nouveaux directeurs des écoles des ESF ont un module de formation parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés pour eux. Et donc, ils ont tout un module de formation. Donc, moi, maintenant, j'interviens sur un volet management, vraiment tout le pan management et communication dans les écoles de ski. Et du coup, on a aussi dupliqué ce module-là pour les directeurs déjà en poste, parce que finalement, c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt auprès des directeurs. Donc, c'est moi qui anime ces formations-là. Eh bien, il y a du boulot, décidément. Ouais, c'est top. Comme quoi. Et beaucoup de voyages. Alors, ça n'arrête pas, ne serait-ce qu'en France déjà. Ouais, beaucoup de voyages. Et pour tout vous dire, vous voyez là, je suis à Grenoble. Oui. Demain, je vais à Valence. Vendredi, je serai à Barcelone pour une conférence. Et lundi prochain, au Luxembourg. Donc, ouais, ça bouge bien. Ouais, ça bouge bien. C'est aussi un joli modèle pour les athlètes qui voyagent, qui passent leur temps aussi à voyager et leur dire qu'une carrière, elle ne s'arrête pas avec la fin d'une carrière sportive aussi. Le reste peut être aussi très excitant et riche en déplacements, en mouvements. Oui, surtout, je pense que chacun doit prendre conscience qui ne sont pas juste des simples athlètes et qu'en fait, ils ont plein de compétences. Après, tout seul, c'est toujours difficile de les voir. Moi, je me suis fait accompagner. Enfin, je n'ai pas découvert tout ça toute seule. Vraiment, le coaching ou aller voir un psychologue à certains moments, selon aussi les besoins, ça fait gagner du temps. Ça permet de rendre un projet plus clair, plus accessible. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après... Pour ceux qui aiment bouger, moi, typiquement, j'ai la bougeotte. C'est impossible pour moi de rester un mois en continu chez moi. Donc, voilà. Après, il faut trouver des métiers qui sont des métiers passion où on trouve du plaisir à se lever chaque matin, quoi. Et il y en a beaucoup. Vous avez une sacrée valeur ajoutée quand même avec la carrière que vous avez et tout ce que ça vous apporte. Vraiment.
Merci beaucoup Marie-Laure, c'était un vrai plaisir d'apprendre tout ça. Regardez cette émission en boucle aussi si vous voulez aller plus loin dans votre démarche personnelle avec votre entreprise. Hein, pourquoi pas, on a eu un joli cours ici sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine Laurent. Avec plaisir. Et oui, merci. Et vous aussi d'ailleurs. Et bonne chance Marie-Laure pour tout ce qui arrive. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.